Voilà comme promis la seconde partie de la vidéo qui traite du livre Réfléchissez et devenez riche. Dans la première, on avait découvert ensemble 8 clés qui, selon Napoleon Hill, vont te conduire vers la richesse si tu les appliques. On comptait parmi elles la volonté de devenir riche, la capacité à prendre rapidement des décisions ou encore l'importance de l'imagination. Si tu ne l'as pas encore visionné, n'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause pour le faire, quitte à revenir ici un peu plus tard. Tu es toujours là? Alors salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Si j'ai décidé d'offrir 2 épisodes à Réfléchissez et devenez riche, c'est tout d'abord parce que je l'ai trouvé vraiment pertinent et donc que je voulais en parler plus longuement. Mais aussi parce que l'auteur l'achève par un chapitre qui traite des 6 grands types de peurs qui nous paralysent et nous empêchent d'avancer. Or, on sait que les émotions, et en particulier la peur, font partie de nos plus grosses limites. Il est donc impossible de poursuivre son cheminement vers la fortune si des craintes s'installent durablement. Apprendre à connaître les différents types de peurs, c'est aussi apprendre à les maîtriser, ce qui est indispensable non seulement dans ta quête de fortune, mais aussi dans ta vie de tous les jours. On dit souvent que le stress est la maladie du siècle. On se rend compte que de plus en plus de gens sont sous anxiolytiques ou sous antidépresseurs. Il est donc logique de chercher à comprendre tous les éléments qui génèrent ce stress, mais aussi comprendre la façon dont on peut y remédier. Selon l'auteur, la peur est générée la plupart du temps par l'indécision et le doute, mais rarement par une menace qui est réelle. On se met donc la pression avec des situations seulement hypothétiques, et la peur est donc un état d'esprit plus qu'une réalité. C'est pour ça qu'elle peut se contrôler, et si tu connais déjà un peu mes vidéos, tu sais qu'il est possible de travailler sur ton esprit et sur ton subconscient, par exemple avec la visualisation ou l'auto-hypnose. À toi de voir quelle méthode tu préfères utiliser pour anesthésier un peu tes craintes. Voyons maintenant les 6 grands types de peurs dont parle l'auteur, mais avant tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Ainsi, tu seras au courant des sorties de mes prochaines vidéos. Peur numéro 1, peur de la pauvreté. Cette peur, qui répond au délicieux nom de péniaphobie, est une peur que l'on connaît tous, en particulier si on a déjà connu la pauvreté. Avec les crises économiques qui se sont suivies, on peut d'ailleurs dire que de plus en plus de personnes craignent pour leur situation financière, en particulier les jeunes. Concernant ses origines, la peur de la pauvreté est l'une des plus répandues et elle nous vient des premiers hommes, qui à l'évidence ne fonctionnaient pas comme nous. Ils ne cherchaient pas de relations gagnant-gagnant et les conditions de vie et d'alimentation étaient rudes. À cette époque, si le plus fort accumulait les ressources, c'était forcément au détriment du plus faible. Il est donc normal que l'homme moderne redoute à ce point la précarité. Le résultat de ça, c'est qu'on vit aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous sont très conservateurs concernant l'argent et dans le même temps, on désire tous en posséder un maximum. On est donc dans un entre-deux où on a envie de prendre des risques pour faire évoluer notre situation, mais en même temps, on a aussi envie de rester statique pour ne pas perdre ce qu'on a déjà. Donc seule la minorité qui parvient à maîtriser ses peurs parvient à s'enrichir effectivement. La majorité restante vit avec cette impression qu'il n'y aura pas assez pour tout le monde, que les ressources sont rares et qu'elles sont déjà aux mains des riches. Si toi-même tu as fait l'expérience de la pauvreté, alors tu sais exactement de quoi je parle. Qu'on soit trop avide ou trop conservateur, ça traduit un mauvais rapport à l'argent. Seulement, tu l'auras compris, il vaut mieux canaliser ses peurs en matière d'argent parce que raisonner avec ses émotions, donc sur la base de choses hypothétiques, mène rarement à quelque chose de bon. Selon l'auteur, une mauvaise relation avec l'argent se reconnaît à un comportement extrêmement passif. On procrastine en attendant que la richesse arrive comme par magie et, les rares fois où l'on agit vraiment, on le fait avec des excès de prudence et en n'étant pas sûr de nous. Le problème, c'est qu'en ayant à ce point peur de la pauvreté, on risque de mal faire les choses et donc de l'attirer effectivement. Plus tu vas te concentrer sur la pauvreté, plus tu vas te diriger vers elle, que tu le veuilles ou non. Mais alors, comment canaliser cette peur ? Pour le savoir, il te faut déjà déterminer sa nature. Lorsque tu penses au mot pauvreté, à quoi est-ce que tu penses exactement ? Est-ce que tu as peur de ne pas réussir à te soigner, de mal te nourrir, d'être SDF ? Selon la réponse que tu donnes, il te faudra faire attention à 2 choses. Déjà, à tes choix de vie, pour éviter de te retrouver dans la situation que tu redoutes. Et en plus, tu dois être sûr de bien avoir identifié ta situation financière actuelle. Je m'explique. Beaucoup de personnes se sentent pauvres, même sans avoir atteint les situations extrêmes qu'on a vues plus haut.
Au contraire, beaucoup s'imaginent être pauvres, mais seulement par comparaison, c'est-à-dire seulement car elles n'arrivent pas à acheter la même maison ou la même voiture qu'un de leurs voisins ou collègues. Et la société de consommation fait qu'elles se sentiront pauvres tant qu'elles n'auront pas effectué cet achat. En attendant, elles seront frustrées et se cacheront derrière des phrases comme « De toute façon, c'est bien trop cher pour moi. Et puis le voisin, lui, il peut se le permettre, il n'a pas 2 enfants à nourrir. » Sauf qu'en réalité, avoir une grosse voiture n'est pas du tout synonyme de richesse. Si un gros constructeur n'a pas encore réussi à te vendre un de ses véhicules, tu es en réalité tout sauf pauvre. Si tu as acheté ta voiture actuelle, c'est qu'elle convient sans doute bien mieux à ta vie de famille. En plus, rien ne te dit que ton voisin n'est pas un riche héritier, qu'il ne s'est pas saigné avec un crédit consommation pour acquérir sa berline, ou que ça n'est pas une voiture de fonction qu'il devra rendre aussitôt qu'il n'occupera plus son poste. Apprends donc à relativiser les choses. L'argent ne fait pas tout et ce sont les éléments extérieurs qui te font te sentir pauvre. Peur numéro 2, peur d'être critiqué. Sans vouloir te rappeler tes vieux cours de philo du lycée, l'homme est un animal social. Ça veut dire qu'il a besoin d'appartenir à un groupe, d'être validé et si possible apprécié par ses pairs. Beaucoup oublient hélas qu'il est impossible de plaire à tout le monde et se torturent l'esprit à cause de ça. Les nouvelles stars des réseaux sociaux qui affichent leur vie et leur physique prétendument parfait n'arrangent en rien la situation. Même si ça n'est sans doute pas leur but et que d'ailleurs ils ne sont pas les seuls responsables, ils réussissent à faire complexer les plus jeunes et les plus fragiles. Le problème, c'est que certains transforment les complexes que ça génère en business. Une partie de la population, complexée ou peu sûre d'elle, peut donc se retrouver à investir des sommes abusives dans des produits qui font maigrir de 5 kilos en 5 jours, dans de la chirurgie esthétique, ou encore dans des gourous qui feront disparaître tous tes complexes en 2 semaines de coaching vidéo. L'auteur explique par exemple comment les fabricants de vêtements l'utilisent à leur avantage en créant à chaque saison une nouvelle mode ou une nouvelle collection de vêtements. Consciemment ou non, notre peur d'être critiqué et d'être démodé nous pousse à surconsommer. Pourquoi ? Pour tendre toujours plus vers la dernière mode, ce qui en fait nous laisse peu d'initiative quant à l'élaboration de notre style vestimentaire. Si tu n'es pas convaincu, tu n'as pourtant pas besoin de chercher trop loin. Il te suffit de regarder tout ce qui a été à la mode au cours de la dernière décennie pour t'apercevoir que presque plus rien n'est au goût du jour. Par exemple, les dad shoes, les manteaux sacs poubelles, les bottes UGGS, les leggings ou encore les fausses écharpes Burberry. Pour canaliser ta peur du rejet, différencie toujours la critique gratuite de la critique constructive. La première est mesquine et a pour seul but de te blesser. Elle est souvent formulée par une personne négative et superficielle dont le but est de te faire complexer sur ton apparence physique ou encore sur tes idées. La critique constructive a pour but que tu t'améliores. Elle est souvent formulée par un proche ou un collègue, est alimentée par des arguments et surtout elle est bienveillante. Même si le conseil formulé ne doit pas systématiquement être suivi, il est toujours important d'en tenir compte. Constructive ou non, il est important que tu apprennes à affronter le regard des autres de façon calme et sereine. Comme on le disait en première partie de vidéo, seules les grandes décisions font les grands hommes. Si tes choix commencent à être critiqués et contestés, c'est justement que tu es en train d'évoluer. Et dans tous les cas, c'est impossible que tu plaises à tout le monde. Si une personne critique tes actions et traits de caractère, si une personne critique les actions et traits de caractère d'une autre, c'est qu'elle ne les comprend pas ou d'une certaine manière qu'elle les envie. Recevoir une critique est donc l'occasion pour toi de jauger tes qualités et tes défauts. C'est difficile de rester hermétique face à la critique, mais il est important de trouver un juste milieu entre évoluer et rester fidèle à ses valeurs. Peur numéro 3, peur de la maladie. On entend moins parler de cette peur, pourtant elle a toujours existé et elle s'est grandement répandue depuis la pandémie de Covid-19. Elle est souvent le corollaire de la peur de la mort et de la peur de vieillir. On appelle nosophobie la peur irrationnelle de développer une maladie aux conséquences potentiellement graves. Vivant constamment dans la crainte, la victime de cette peur devient hygiéniste et développe des sortes de tocs pour éviter de tomber malade. Elle est à différencier de l'hypocondrie qui est une situation dans laquelle on est persuadé d'être déjà malade. En gros, le nosophobe est hyper précautionneux tandis que l'hypocondriaque cherche à soigner des maladies qu'il n'a pas. Dans un cas comme l'autre, la peur de la maladie est le fruit d'une autosuggestion négative. On se persuade qu'on est malade ou qu'on va le devenir. Le problème, c'est que celui qui en est atteint peut être amené à s'en servir pour justifier sa paresse, son manque d'ambition ou encore une prise de poids, qu'il imputera donc à une maladie. Ce faisant, il est persuadé d'avoir complètement perdu le contrôle de sa vie, alors qu'un peu d'autodiscipline aurait suffi.
Et comme il clame haut et fort qu'il est en mauvaise santé, personne n'osera trop le contrarier au risque de passer pour un monstre sans cœur. Pour l'auteur, 75% des patients qui consultent souffrent en fait d'une maladie imaginaire, donc d'hypocondrie. Si on peut penser que ce chiffre est exagéré, des études ont pourtant démontré qu'on pouvait devenir malade par suggestion. L'une d'entre elles consistait à prendre une personne comme cobaye. On lui envoyait 3 personnes à intervalles réguliers qui discutaient un peu avec lui avant de lui dire quelque chose comme « Tu as l'air malade, t'es sûr que ça va ?» On notait ensuite sa réaction et à chaque fois, et dans les grandes lignes, ça se passait comme suit. Le premier coup, le cobaye disait que non, il n'était pas malade et qu'il se sentait bien. Ensuite, il avouait à la deuxième personne ne pas se sentir trop bien. Et enfin, au troisième coup, il admettait être très malade. Attention, le but de ce titre et de cette expérience, ce n'est pas de montrer que toutes les maladies ne sont que le fruit d'une autosuggestion. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne sert à rien de consulter en cas de symptômes. Si tu es malade, il faut évidemment te soigner puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais l'idée de l'auteur, c'est juste de nous dire que la maladie, supposée ou réelle, ne devrait pas être un frein à ta vie. En plus, certaines personnes peu scrupuleuses utilisent de plus en plus la communication pour suggérer la maladie et nous vendre des remèdes hors de prix sur Internet. Un peu comme on l'a vu avant avec la peur d'être critiqué. On nous crée un problème, puis on nous vend la solution. Peur numéro 4, peur de perdre l'être aimé. Cette peur est l'une de celles que l'on redoute le plus parce qu'on sait à quel point ça peut être douloureux. Chacun réagit à sa manière à une rupture amoureuse, mais qu'il s'agisse de tomber au plus bas, de se retrouver ruiné ou de faire une crise de l'âge, rompre n'est jamais une chose facile. Il est donc normal de la craindre et de vouloir l'éviter. Néanmoins, d'un point de vue clinique, avoir une peur irrationnelle et excessive de perdre l'être aimé, ça peut être dû à une trop grosse possessivité ou à une peur de l'abandon. Pour d'autres, il pourra au contraire s'agir d'un problème d'ego. Par peur de passer pour quelqu'un d'instable, on s'attache à une personne en ayant pour objectif de la garder pour nous toute notre vie. Dans un cas ou l'autre, avoir trop peur de perdre l'être aimé, ça n'est jamais quelque chose de bon. Que ce soit la dépendance affective, le fait d'étouffer l'autre, le manque de confiance en l'autre, ou encore la jalousie excessive, ces comportements te bouffent littéralement ton temps. En plus, ça ne fait rien d'autre que de mettre en lumière ton propre manque de confiance en toi. La peur de perdre l'être aimé ne devrait pas non plus te conduire à des situations extrêmes, comme te détourner de certaines personnes de ton entourage ou de tes loisirs juste pour faire plaisir à ton conjoint. Dans ce cas, c'est ce qu'on appelle une relation toxique dans laquelle tu as 2 options. Soit régler le problème, soit... Et si tu es amené à connaître une rupture, rassure-toi, ça se passe toujours moins mal que ce qu'on avait imaginé. Peur numéro 5, peur de la vieillesse. Consciemment ou non, on associe la vieillesse à une perte de notre indépendance, de nos facultés mentales, de notre revenu, de notre énergie ou encore de notre attractivité physique. Là encore, il s'agit d'un simple sentiment de peur, donc de quelque chose de 100% émotionnel. En effet, être vieux, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne répond à aucune définition. C'est d'autant plus vrai quand on sait qu'on vit de plus en plus longtemps en bonne santé et quand on sait que l'excuse de l'âge est utilisée à partir de seulement 40 ou 50 ans. Et encore. Pour notre société, on devient alors obsolète pour bon nombre d'activités, alors qu'en réalité la vie est loin d'être finie à cet âge-là. Même si cette idée d'être trop vieux à 40 ou 50 ans est aujourd'hui bien moins répandue qu'auparavant, les mêmes publicitaires que ceux dont nous parlions plus haut continuent d'utiliser des acteurs dans cette tranche d'âge pour jouer dans des publicités sur les fuites urinaires, des remèdes anti-âge ou encore des pilules miracles contre la perte de poids liée à la ménopause. Donc qu'il le veuille ou non, il faut encore passer le message selon lequel vieillir est source de problèmes. En réalité, il importe peu de savoir à qui la faute. En plus, l'excuse de l'âge est à mon sens l'une des pires, car elle va dans les 2 sens. On sera toujours trop jeune pour quelque chose et trop vieux pour quelque chose d'autre. En partant de ce postulat, on se préconditionne à ne rien faire et on tue dans l'œuf tout notre esprit d'initiative. Peur numéro 6, peur de la mort. La mort fait peur car, dans nos sociétés occidentales contemporaines, elle est entourée de beaucoup de mystères. Ce qu'il advient après la mort a tendance à effrayer, en particulier les personnes religieuses. Leur âme sera-t-elle déchue? Seront-ils réincarnés en une espèce condamnée à subir sa vie? Y a-t-il un moyen d'atteindre l'immortalité? Dans d'autres cultures ou à d'autres époques, mourir est synonyme de paix, voire même est un honneur. Chez nous, la mort va de pair avec la peur de vieillir ou d'être malade, parce que si la mort elle-même fait peur, le cheminement jusqu'à cette dernière effraie aussi.
Certains font dès lors preuve de précaution excessive tout au long de leur vie, par peur de se rapprocher trop vite de leur fatidique. Si un mode de vie sain est loin d'être une mauvaise chose, encore faut-il l'avoir mis en place pour de bonnes raisons. Parce que vivre dans la peur de mourir et sans cesse chercher des solutions pour éviter que ça n'arrive, ça implique de ne vivre qu'à moitié et surtout ça ne sert à rien. Garde en tête qu'un stress excessif lié à ta peur de mourir va au contraire te rendre plus vulnérable à certaines pathologies, dont certaines ont des conséquences très graves comme l'hyperventilation, l'hypertension ou encore l'insomnie. Quelle que soit la nature de nos peurs, elles nous abrutissent et nous ralentissent dans nos vies. Plus elles s'installent, plus elles nous font douter et plus elles nous paralysent encore davantage. Pire encore, les peurs qui nous touchent sont contagieuses. Combien sommes-nous à avoir des phobies qui, en premier lieu, étaient celles de nos parents ? L'auteur dit que même les chiens et chevaux ressentent quand leur maître est angoissé. Volontairement ou non, on transmet nos peurs et on absorbe celles des autres. Attention donc aux influences négatives. Le plus dangereux avec l'opinion des autres, c'est qu'on y est très réceptif, car il nous pousse parfois à rester dans notre zone de confort. Par exemple, si toute ta famille pense que tu es trop jeune pour avoir un projet immobilier ou pas assez expérimenté pour monter ton business, alors tu vas te conforter dans ta procrastination et te dire qu'après tout, tu n'as pas agi, mais ça n'était pas de ta faute. Après tout, personne n'a cru en toi et au final, ils avaient raison, ça n'était sûrement pas le bon moment. Voilà, je pense que maintenant on a fait le tour de ce livre. J'espère que ça aura pu t'aider à identifier les différents types de peurs et à les canaliser. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à me dire en commentaire quel type de peur est le plus présent chez toi. C'était ebook, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.